Aujourd'hui, on est encore en pleine rentrée. Littéraire, évidemment, puisque moi je ne fais pas réellement de rentrée. Enfin, un peu différente des autres. Aujourd'hui, on va parler d'un roman que je viens de finir et qui me plaît beaucoup. Pauvre folle, de Chloé Delhomme. J'ai déjà parlé de Chloé Delhomme en vidéo à plusieurs reprises et pourtant pas pour tout ce que je voulais faire. Euh, j'ai aussi analysé le cœur synthétique dans l'essai des familles du style aux éditions Divergence, mais je n'ai toujours pas récupéré ou comblé ou rattrapé mon retard en lisant ses premiers romans, notamment Le Cri du Sablier. Enfin, il y a une chose où je sais que je commence à suivre l'évolution de Chloé Delhomme, mais où j'ai quand même un manque. J'ai pas les débuts. J'ai pas les débuts. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'entendais dire d'un ami qui était que Chloé Delhomme est pas bonne en promo. Moi, je trouve qu'elle est très bonne en promo. Mais je l'ai vu il y a quelques jours à l'Extra Festival littéraire à Beaubourg. Et ça m'a surprise quand j'ai commencé le roman, 2-3 jours après, parce que en fait, c'était exactement ce qu'elle disait. Et il y a quand même ce truc, quand on dit Chloé Delhomme, où on entend Chloé Delhomme, surtout si on l'a déjà entendu en podcast, émission de radio, etc. Moi, j'ai particulièrement aimé le Bookmaker d'Arte Radio qui lui avait été consacré. Très chouette. Alors, je ne me souviens plus des détails, sauf qu'elle parle dessus. Et ça m'a beaucoup amusé, mais ça a été un de mes bookmakers préférés. Je l'ai réentendu là il y a quelques jours aussi dans le book club de France Culture avec plaisir. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup les podcasts, Chloé Delhomme. Dès que je tombe sur un podcast de Chloé Delhomme ou Delhomme dans une émission, alors dans une émission c'est possible pas de télé, ce qui est quand même pas non plus tout le temps. J'écoute ça avec plaisir en général et quand on nous laisse le temps de parler en fait. Ouais, non, en promo, moi je la trouve assez bonne, mais parce qu'elle a quelque chose, bon, mais d'un personnage. Et c'est à peu près ce qu'explore, pas forcément sous le. Ou par le biais du personnage, mais un peu quand même ça. Et. Alors, en tout cas, ce qu'elle disait à Beaubourg, c'était que elle qui l'intéressait, et par la littérature, c'était d'explorer la contradiction. Et bon, ça se vérifie à peu près complètement quand on la lit. Et cette contradiction ici, elle s'appelle dissonance cognitive. Alors, est-ce qu'il y a un passage peut-être? Il y en a plein en fait pour résumer un peu ça. Moi, voilà, et j'en avais entendu en lecture le début chez Mona. Je regrette pas mal la fin des lectures de Chloé Delhomme chez Mona, mais je comprends aussi que ça s'arrête, mais c'est un profond regret pour ma part. Donc en tout cas, il y a vraiment tout ça qui fonctionne pas mal. Alors peut-être qu'on va le reprendre un peu différemment. Chloé Delhomme, elle est quand même connue, ou très connue, ou pas mal connue pour, au départ, ce genre qu'on appelle l'autofiction. Elle l'est maintenant, elle s'est rangée de façon très explicite du côté féministe, avec notamment, et ça je t'en ai jamais parlé en vidéo, c'est quand même un regret, mes bien chères sœurs, qui est évoqué sous masque dans... Il va falloir quand même que je le montre. Pauvre folle. Un plaisir à lire dans le métro. Comme ça. Et j'ai le cœur synthétique un peu par là. Je crois que je l'avais en poche, le cœur synthétique, ou je l'ai prêté, je sais plus. Je sais plus qui c'est qui l'a. Il faudrait quand même me rendre les livres que je prête. De toute façon, je pense que je vais arrêter de prêter dans pas longtemps. Ouais, et je crois que j'avais parlé des sorcières de la République il y a très longtemps dans une vidéo qui était mauvaise. Donc je la mets pas spécialement en avant. Voilà. Là, bon, elle raconte l'histoire de Clotilde. Non, ce n'est pas le vrai nom, Clotilde Mélisse. Puisque son vrai prénom c'était Valérie, je sais plus quel est le patronyme réel de Valérie Clotilde, bon, qui a de nombreux points communs avec Chloé Delhomme, mais bon, je pense pas, enfin, moi je trouve que le jeu cette différence ou quoi, il est pas forcément intéressant, il peut quand même éclairer, il montre quand même qu'il se passe quelque chose qui franchit autre chose au niveau de l'autofiction, comme si le rapport au réel transformé se transformait d'autant, peut-être, je sais pas exactement. Je dirais plus globalement que
l'avantage en fait, et c'est là où je trouve que Chloé Delhomme est en fait bonne en promotion, c'est que de l'avoir vu ou de l'avoir au moins entendu directement ou indirectement permet finalement de donner une dimension peut-être encore plus forte. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas une grande représentation mentale des textes que je lis. Voilà, je suis plutôt abstraite en fait, mentalement. Ça dépend sur quoi, mais sur la lecture. Ça s'appelle la A-Fantasy, ça par exemple avec PH. Alors ça peut être carrément un handicap, hein, l'impossibilité de s'imaginer les choses dans la tête, ça c'est pas mon cas non plus. Donc je suis plus, voilà, je suis juste pas très douée là-dedans. Et finalement, d'avoir été plusieurs fois en présence de Chloé Delhomme m'aide à me figurer quelque chose, à embrayer un peu le récit. Voilà, ça par exemple, ça peut être pas mal à ce niveau-là. Et sa voix colle tellement bien avec le texte. Alors voilà, donc Clotilde Mélis est bipolaire, marquée par le féminicide parental de sa mère par son père. Histoire donc réelle, hein. Chloé Delhomme est notamment connue pour cela, pour être la fille d'un féminicide. Enfin, plutôt l'orpheline d'un féminicide. Parce que les féminicides sont surtout créateurs d'orphelins plus que d'enfants. Et raconter quelque chose dans le cadre d'une fin du monde, une grande histoire d'amour avec Guillaume Richter, qu'elle rencontre quand elle est à la Villa Médicis, pensionnaire à la Villa Médicis. Grande histoire d'amour qui s'interrompt pendant 10 ans et qui se réactive. Et avec quelque chose d'assez complexe et dense dans tout le récit au niveau de ce qu'est cette histoire d'amour. Je vais peut-être lire des extraits pour un peu les commenter et expliquer comment les choses fonctionnent dans ce très beau roman. Mais aussi amusant et aussi divertissant et aussi... Je pense qu'il y a des gens à qui il va mettre une claque. Des femmes, surtout. Une femme dans un train. La fin du monde n'a pas du tout la forme prévue. Derrière la vitre embuée, Clotilde observe la neige couvrir avril. Le train qui l'emporte traverse autant de forêts mortes que de prés empoissés par des ruisseaux boueux. Elle regarde le décor se déliter lentement. L'époque s'appelle trop tard. Chacun est au courant. Alors elle se demande comment font toutes ces bouches pour prononcer encore sérieusement le mot « avenir ». Le vent se cogne au carreau en charriant de l'eau sale. Les flocons sont grisâtres comme les cendres estivales qui saupoudrent les piscines pendant que les gens y nagent, entourés d'incendies. Ainsi, comme tous, Clotilde traverse l'épreuve. C'est dur d'admettre qu'elle vit et ne vivra plus qu'à l'aune du seuil franchi, au creux de la déchirure, que sa seconde partie de vie habite la fin du monde. Sentir la terre s'ouvrir, les semelles engluées dans le séisme final, Clotilde a toujours su que ça lui arriverait. Sûrement parce qu'elle est une sorcière, ou qu'elle est si auto-centrée qu'elle ne peut concevoir un au-delà d'elle-même. Mais son imaginaire était culturellement formaté. Le regard de Saint-Jean imprégnait ses pupilles, poussant son esprit à guetter les signes de l'Apocalypse dans une mer en sang, pas dans la fonte des glaces. Le Saint-Jean gaze précède la collapsologie. Aussi s'attendait-elle à une rupture brutale, avec quelqu'un dans le rôle de l'ange. Ici, aucun dragon ni cavalier. Les trompettes ne peuvent sonner tant les souffles se font courts. À la place de la bête, la marque de l'agonie. Les fléaux seront nombreux, les chiffres miroirs de rien. L'effondrement global se déroule sans panache et manque de mise en scène. La lumière est de craie, une nuée des tourneaux fonce sur une éolienne. Le chef de bord rappelle que le bar propose des boissons chaudes. Évidemment, elle trouve ça triste, Clotilde, que ce soit la fin du monde. Pour autant, elle l'accepte sans aucune résistance, elle dont la moelle s'enflamme habituellement à la moindre injustice. Elle s'est très longuement penchée sur la question, et aucun argument justifiant la survie de l'espèce humaine ne lui paraît recevable. Absolument aucun. Elle ne s'est pas reproduite pour ne pas s'en mêler.
Être responsable d'une vie qui suffoque dans les seins lui semble encore bien pire qu'accoucher sur une tombe. Le jour ne brillera plus, ce sera toujours la nuit. C'est ça qui est nouveau. Le siège est confortable, mais le trajet est long. Si long, interminable. Clotilde l'a fait exprès, pour pouvoir réfléchir, être capable d'y voir clair et de prendre enfin une décision. Là où l'emmène ce train n'a aucune importance. Ce qui se passe dans sa tête compte bien plus que les gares qui vont dans des heures l'accueillir. Une halte aux confins de l'Allemagne, puis un changement, avant qu'elle ne se rende de nuit à Heidelberg. Elle a choisi cette ville pour sa charge symbolique, Heidelberg, si outrageusement romantique. Là où, lui avait-on dit, les jeunes gens foudroyés par les souffrances du jeune Werther venaient tacher de rouge l'actuel gazon des douves. Plus tard, beaucoup plus tard, en faisant des recherches, Clotilde a découvert que cette histoire de cœur broyé qui saute des hauts créneaux du château d'Heidelberg, le livre de Goethe dans la poche, relevait de l'invention, de la fabulation. Nulle légion n'était venue mourir d'amour à Heidelberg. Le type qui lui avait raconté ça l'avait fait pour l'impressionner, durant le voyage scolaire de son année de terminale. Rien n'est plus vinaigré qu'une légende qu'on chérit au point de la transmettre dès que l'occasion se présente, et qui se révèle soudain le mensonge d'un petit malin. On va en rester là, mais déjà avec cette mise en place du récit 4 qui est celui d'un voyage, et d'un voyage qui est finalement un voyage de formation, un voyage donc dans ce décor de fin du monde, qui est un peu plus qu'un décor du fin du monde, mais on n'est pas non plus, de l'homme bascule pas dans ce genre qui est que serait franchement de la science-fiction, de la dystopie, du récit apocalyptique ou post-apocalyptique, mais enfin ça reste le décor, c'est l'arrière-plan, assez symbolique, qui va déréaliser et en même temps re-réaliser un peu dans autre chose, tout en essayant de s'ancrer dans une époque. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un ancrage dans une époque très contemporaine, mais très outrée, très intensifiée. C'est vraiment comme quand vous ajoutez des filtres sur des photos, vous intensifiez les couleurs, et on est en saturation, vraiment, de couleurs dans Pauvre Folle. Cela a pas mal de niveaux, et notamment ce niveau du style un peu baroque, assez précieux de Chloé Delhomme, et en même temps entrecoupé de beaucoup de pics d'humour. Donc on a quelque chose qui peut être assez froid, assez orné, et en même temps assez drôle, ce qui participe de cette déréalisation, et peut-être d'un effet un peu psychotique de la lecture, comme Chloé Delhomme en parle elle-même, avec un personnage bipolaire, et elle-même étant bipolaire. En tout cas, voilà, ça c'est une chose qui va vraiment l'intéresser. Cette déréalisation elle est absolument essentielle parce que finalement, Clotilde a choisi un trajet long pour réfléchir. Elle réfléchit non pas par la découverte de paysages, mais sur l'espèce de temps mort qu'est le temps du trajet. Ça, je pense pas que ce soit des choses que Delhomme est tellement en tête de façon consciente, mais j'en sais rien parce qu'elle cite quand même Goethe, mais elle cite le jeune Werther, elle cite pas le Wilhelm Meister, qui est très différent, mais qui me rappelle, pour moi c'était un peu mon sujet, c'est ce qui aurait dû être mon sujet de thèse, ça, le voyage dans les romans de formation, le voyage de formation, et bon, mais finalement je travaille sur complètement autre chose, au sens sur Renan, un autre siècle, etc., en France et justement en Allemagne, mais là, en fait, on n'est pas exactement dans le voyage de formation parce qu'on n'est pas vers la rencontre vers une altérité, mais vers une entrée en soi, une plongée en soi qui se réalise concrètement par une forme de réalisme magique ou de touche de SF à la Cronenberg. Ça, la référence est explicite au moins en rencontre. Alors, là, il y a des choses qui m'intéressent, mais on va un peu commencer sur... alors là, je prends volontairement des passages assez tôt. Alors voilà, et cette question de la bipolarité de l'état mental est explicite dans le roman. C'est pas du tout une extrapolation ou moi qui le dis comme ça. Là, c'est franchement là. Donc là, voilà, le début, ça repart vraiment donc, du féminicide fondateur pour aller vers une histoire d'amour. Ce qui va évidemment, alors histoire d'amour complexe, qui lie évidemment les deux, sur la carence et sur peut-être le besoin d'intensité, mais sans que tous les liens soient explicites non plus. Valérie Berlet, c'est-à-dire s'expliciter.
Oui, mais là on le voit, c'est pour fuir le mot victime que l'on court vers l'oubli et la transmutation. Changer la fange en or est une obligation pour ne pas échouer en hôpital de jour ou en clinique privée. Toutes les 40 minutes, une personne se suicide au pays du fromage et des anxiolytiques. C'est le nôtre, c'est la France. Vive la France. Hein. Et toutes les 7 minutes, une femme est agressée sexuellement ou violée. Je crois que c'est juste le viol, les 7 minutes. Modifier ce réel demanderait un effort au niveau politique, mais l'État ne peut pas tout. On connaît la chanson. C'est donc à ça qu'il sert le concept de résilience, à continuer de marcher avec la faille au ventre, mais à coller aux organes menaçant de se répandre, afin de rester dans le rang et ne pas perturber l'ordre qui est établi. Donc il me parle aussi finalement de psychiatrie, mais pas... Enfin voilà, de l'homme, c'est pas quelqu'un qui est du côté de l'antipsychiatrie non plus. Voilà, alors je voulais quelque chose sur l'ouverture des... Ouais, voilà. Je sais plus quel est le tout départ de l'ouverture de ces souvenirs qui va faire du texte, ça va structurer vraiment le texte comme quelque chose un peu en épisode. Ah voilà, c'est là. Oui, tout simplement. Donc je suis page 14 et 15. Elle est seule, place 96-97. Aussi peut-elle prendre ses aises. L'autopsie, mine de rien, ça se pratique en silence, mais ça en fout partout. La voilà qui sort de son sac en cuir gros grain argenté, sa trousse de maquillage pour y chercher son peigne. Elle lisse à coups secs son carré, son rythme cardiaque s'accélère. Elle dépose au creux de sa paume gauche 3 gouttes de gel hydroalcoolique, puis se frotte vigoureusement les mains. Ensuite, elle écarte ses cheveux et pioche au fond de son crâne ses souvenirs un à un. Les étale sur la tablette du train, devant elle, avec 1000 précautions avant de les observer. La forme et la texture de ces souvenirs varient, mais tous sont minuscules, à peine en centimètres de long, de large, d'épaisseur, de diamètre. Certains sont durs, ronds et compacts, d'autres épais et gélatineux, d'autres encore plats et métalliques, ou bien tellement usés que l'on peut presque voir à travers. Quelques-uns sont en grappe, rattachés par des filaments, pas des grains de raisin, des bulles de sang, d'ambre liquide, de fumée bleue. Au contact du plastique, il y en a qui suintent ou qui se recroquevillent. La plupart restent inertes, aussi lisses que des objets à demi organiques, scintillant sous une couche de cristaux hérissés de perles, d'eau ou d'huile. La lumière s'y accroche. Autour de chaque souvenir, un halo arc-en-ciel. Clotilde passe lentement son index engourdi sur le bord de chacun, les prend entre ses doigts. Les gouttelettes se figent et les souvenirs se mettent doucement à palpiter. Elle les fait pivoter, les scrute, cherche à voir ce qui peuvent ou pourraient s'emboîter. Elle les dispose en ligne par ordre de taille et de couleur, choisit la première pièce, un morceau de passé pour elle constitutif. Et donc on est dans quelque chose là qui va s'ouvrir et aller de souvenir en souvenir, de façon quand même globalement chronologique. Donc en fait, le train, c'est ce qu'on appelle la structure cadre ou la narration cadre, c'est la Rahmenerzählung en allemand, en narrato-allemande. Moi, c'est vraiment des termes que j'ai appris en allemand, je suis désolée, ce sont des termes qui datent pour moi du lycée. Et des cours de Elke Guillama quand j'étais en franco-allemand au lycée Pape Clément. Et ça a été tellement fondateur pour moi d'avoir eu ces cours de littérature allemande en allemand. Donc il y a encore des termes qui me viennent en allemand alors que j'ai très désappris l'allemand. Donc il y a cette Rahmenerzählung qui est ce moment dans le train et qui va donc vers l'Allemagne et vers cette espèce absolue romantique complètement fake et kitsch et artificielle, ça on va y revenir. Et sur ce trajet, elle va attraper ses souvenirs et les égrener. Et en égrenant ses souvenirs, on n'est pas dans... Alors on est dans quelque chose qui est contemplatif, mais qui va aussi permettre des emboîtements, et donc il part de ce souvenir fondateur, qui est celui qui est expliqué ou compris comme celui de la naissance de la psychose, par le trauma, et qui est... voilà, et ensuite, donc, ces souvenirs globalement amoureux, tous étant ramenés à des réflexions actuelles, contemporaines, plus ou moins proches, mais donc pas directement dans le train, mais s'il y a des passages vraiment dans le train, des arrêts, etc. Littéralement des arrêts, puisqu'on est dans un train.
mais des arrêts aussi de la narration, des moments où il se passe des choses. À un moment, elle voit sa voisine qui, elle, sort ses tripes, enfin voilà. Et donc c'est ça, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement important. Et je vais y revenir aussi si je ne me perds pas dans tout, hein. C'est le grand jeu de l'improvisation, mais qui est de l'ordre de la concrétisation ou de la réalisation de la métaphore. Et qui franchit des seuils de réalité, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans quelque chose de référentiel, on est dans quelque chose qui est complètement fictif. Alors qui est un subterfuge, on va dire, narratif, d'une voix narrative assez pratique et habile pour raconter, qui aurait été, d'après ce qu'expliquait Chloé Delhomme elle-même, quand je l'ai entendue à Beaubourg, qui n'est pas sans lien avec, par exemple, l'esthétique de Cronenberg, je crois que c'est dans Existence, où il y a les pods, etc. Donc il faut imaginer vraiment ces structures un peu gélatineuses, donc avec quelque chose, mais qui n'a pas d'explication. Donc on est sur quelque chose qui n'existe pas, mais ce qui ferait vraiment la science-fiction, ça aurait été quand même d'avoir un étayage un peu plus vaste autour... ah tiens, c'est exactement ça que je cherchais, un carnet pour écrire, de la théorisation de tout ça, que là on n'a pas. Donc voilà, et c'est à peu près ça qu'il y a dans le texte, qui n'est pas complètement exploité, qui n'est pas énormément développé, mais qui est quand même bel et bien là. Cette structuration-là, elle se fait donc sur une concrétisation ou une réalisation par la métaphore. Ça, on va y revenir. Et c'est littéralement des souvenirs qui sont des choses fictives qui vont se retrouver ici concrétisées par ces substances elles-mêmes assez évocatrices. Ça va complètement jouer, en fait, ce franchissement référentiel, cet éloignement de la référentialité, donc on va dire en gros des règles classiques du monde, des règles physiques ici, ou de sciences nat ou quoi. Vous ne pouvez pas vous ouvrir le crâne et sortir vos souvenirs, essayez pas de faire ça, c'est dangereux. Ça va avec quelque chose peut-être de l'ordre du personnage. Pour moi, c'est plutôt au niveau du langage que les choses se jouent. Et là, pour ça, pour l'expliquer, il faut commencer à parler de cette histoire d'amour qui se joue. D'abord, cette histoire d'amour, elle se joue sur à peu près ensuite du cœur synthétique et la déclaration de célibat pour les amitiés qui clôt le cœur synthétique sur cette image un peu des Baba Yaga, etc. Donc, moi, que j'avais analysé à l'époque en vidéo et dans mon bouquin, comme quelque chose finalement de l'ordre de, comment le dire, moi j'ai vu ça comme de la chick lit, comme de la littérature un peu de romance ou un truc de romance, mais qui s'achève sur le célibat avec du pastiche et en rappelant que c'est quand même très difficile à faire, et que là on est sur des choses qui sont quand même éminemment complexes à mettre en place. Donc c'est... moi c'était vraiment ça les choses qui m'avaient intéressée. Et finalement, là, Clotilde part de ce qui est vraiment une forme de grande contradiction, qui est cette conclusion sur un célibat volontaire revendiqué, des amitiés féminines, une misandrie revendiquée aussi et réclamée, et le désir d'amour. Je vais lire quelques passages. De plus en plus souvent, je suis page 59, elle s'imaginait développer une forme de pouvoir psychique, permettant par la seule pensée de leur faire exploser la bite dans un joyeux jet de viande hachée. Elle voulait réaliser un court-métrage là-dessus, une communauté de filles qui ont toute cette capacité, le don de faire imploser des phallus. Alors c'est plus ou moins le synopsis d'un roman, là ça y est j'ai oublié, et le titre et l'autrice, mais où les femmes ont un pouvoir de tuer par décharge électrique télépathique. Ça avait eu un peu de diffusion il y a quelque temps. Elle voulait appeler ça Fellers comme Scanners de David Cronenberg. C'est explicite donc. Elle avait trouvé le producteur, lui le diffuseur, mais néanmoins le financement se révélait compliqué.
Visiblement, ça n'amusait pas franchement les membres des commissions, des braguettes de relous qui brûlent et des queues d'agresseurs qui soudainement implosent. Le gore était déjà en soi un genre peu soutenu. Elle ne pouvait pas s'attendre à des applaudissements. Alors, à défaut de pouvoir transférer à l'écran ses visions grand guignolesques, Clotilde se contentait de prendre quotidiennement son cachet d'aripiprazole, de façon à ce que ces images ne deviennent pas trop invasives. Quand on est bipolaire et un peu psychotique, mieux vaut anticiper. Et une grande partie du récit est fondée sur la peur du suicide et du raptus suicidaire, avec ce rappel que 15 à 20% des bipolaires, qu'on appelait psychose, enfin la bipolarité qu'on appelait psychose maniaco-dépressive, meurent de suicide. Hein, c'est une maladie extrêmement dangereuse. Et donc avec des aménagements aussi pour éviter le raptus suicidaire qui est en fait l'élan vers le suicide, qui n'atteint pas que les gens psychotiques, mais auquel on est beaucoup plus sensible quand on est bipolaire. Je vais essayer de mettre des références en dessous. Elle ne supportait donc plus les hommes dans leur globalité, sachant pourtant combien c'est mal, très mal de généraliser. La pensée se fait créer, l'esprit tombe des falaises. Mais Clotilde était poreuse aux embruns du moment. Elle observait la 4e vague féministe, c'est l'actuelle, hein, libérer la parole. Et cette parole, en déferlante, comme la revue en rapport aux vagues, exprimait à toutes ce même réel. Donc c'est un toast. Prédation et domination, impunité sociale, ombilique culturel. Elle ne pouvait plus aimer les hommes, c'était beaucoup trop lui demander. Elle était obligée de se définir comme misandre, même si le terme ne lui convenait pas tout à fait. Misandrie, ça vient du grec ancien misos, haine, et aner, homme. Le Robert en ligne dit que c'est le fait d'éprouver de l'aversion pour les personnes de sexe masculin, précisant opposé à misogynie. Clotilde éprouvait de l'aversion pour les personnes exerçant le pouvoir patriarcal, pas pour tout être humain doté de testicules. En fait, elle était juste antiphallocrate, mais le terme semblait éculé. Ce qu'elle détestait, ce n'était pas le couillidé par essence, c'est ce qui le constituait socialement et culturellement. Ce qu'elle méprisait, c'était son orgiaque brutalité à s'emparer de tout ce qu'il trouve. Seulement, évidemment, ça a soulevé des questions. Et là, on arrive dans le dur de la dissonance cognitive et du questionnement, de la contradiction, qu'il s'agit pour Clos de l'Homme, évidemment, d'explorer. Le féminisme radical est-il compatible avec une histoire d'amour hétérosexuel ? Tant que les privilèges ne seront pas abolis, comment ne pas se dire « je couche avec l'ennemi » et se projeter tondu à la libération ? Clotilde tenait autant à ses cheveux qu'à la chute du patriarcat, avec des images un peu réductrices, métonymiques, mais qui vont renforcer déjà les contradictions, bien sûr, l'intensité, mais bien sûr, y ajouter de l'humour. C'est pour ça qu'elle scotomisait l'idée même de souhaiter les bras d'un homme. Le fantasme du partenaire de jeu entrait dans son cerveau en conflit avec sa misandrie, engendrant une tension interne que rien ne pouvait apaiser. En psychologie sociale, on appelle ça la dissonance cognitive. Certaines personnes ont une psyché capable d'accueillir, d'accepter contradictions et paradoxes. Ce n'était pas le cas de Clotilde. Conscient et inconscient, était trop occupé chez elle à gérer l'alternance de ses épisodes maniaques et de ses phases dépressives, ainsi que son syndrome de déréalisation. Pour des questions de survie psychique, elle devait être cohérente. Donc là, hop, tension sociale, individuelle, et entre deux grandes idées, mais qui sont visions du monde et qui sont aussi des émotions, qui vont charrier également énormément d'émotions, de désirs, des états. On va entrer un peu plus dans le dur. Le privé est politique, l'intime l'est également. Aussi, faire jouir un homme était à peu près devenu pour Clotilde un acte insupportable, tant sa perception de ce monde relevait du gangbang permanent. Sensation que les trottoirs étaient gluants de sperme, que les murs se fissuraient sous la puissance de leur râle, que les orgasmes des ogres régissaient toute la société. Elle se refusait concrètement à y participer, Elle suivait le mouvement de ses grandes sœurs. Elle se levait et se cassait. Allusion évidemment à Adèle Haenel, et ensuite des pentes. Elle trouvait ça sain et logique. Le seul problème, c'était pour aller où ? À celle qui répondait que devenir lesbienne était la solution, Clotilde rappelait qu'on ne choisit pas, qu'on n'entrait pas en lesbianat, comme dans les ordres, manquerait plus que de se soumettre à des stages de conversion.
Elle ajoutait souvent que la désertion des Hétéras vers le royaume des guerrières, Jean Wittig, supposait que Gudouland soit l'armée du salut, ce qui finissait par être en soi problématique. Une révolution de mœurs ne fait pas couler de sang, mais reste néanmoins une révolution. Clotilde se demandait si la Violette, avec un V majuscule, c'est le nom pour elle de la 4e révolution, de la 4e vague féministe, comme révolution. Donc Clotilde se demandait si la Violette devait compter quelques martyrs, et quel était le profil socio-psychologique de celles qui tomberaient, dommages collatéraux. Lutter contre le patriarcat impliquait de sacrifier certains désirs intimes, que s'emballent ses ventricules n'était peut-être, dans son cas, plus à l'ordre du jour. Clotilde ne trouvait pas ça très gai, mais après tout, le bonheur ne l'est pas non plus. Et là, évidemment, maintenant, quand on relit, c'est très ironique, on va y venir. Là, je n'ai pas encore beaucoup spoilé, je ne suis que page 62, on va y aller. Être affectivement autonome s'imposait comme ligne de conduite sous peine d'avoir le cœur qui suppure de l'aigreur et l'âme enduite de frustration. Alors, depuis quelques saisons, la peau de Clotilde scintillait sous le célibat et l'abstinence, tous ses pores irradiaient l'éclat de la volonté. Dans son crâne, il n'avait plus aucune tension interne. Elle avait enterré toute envie de romantiquement et sexuellement relationner avec quiconque. Le deuil s'était fait sans une larme, l'affaire était réglée. Le dossier, vie sentimentale, jeté hors de la pile. Depuis, Clotilde se déployait. Une ablation cardiaque et l'extinction des feuilles, là se trouvait le secret qui rendait tout possible. Elle voulait que plus jamais ne lui pousse une crinoline, s'était organisée pour cela. Elle avait listé les fonctions qu'elle recherchait chez son partenaire idéal, les avait attribuées une à des personnes de son cercle amical, et était partie plus loin en quête de partenaires spécifiques pour chaque activité, créative, culturelle, sociale. Les affects circulaient, mais sans tension sexuelle, ni enjeu amoureux. Elle s'en sortait très bien avec son bricolage, elle n'était pas frustrée, et jouissait de l'équilibre. Et puis, évidemment, il a fallu que soudain il se passe quelque chose, sinon il n'y aurait pas de livre. Alors on va rester un peu là et on va revenir. L'écriture de Clé de l'Homme, elle se pratique beaucoup, je parlais tout à l'heure de moments un peu ornés, de choses assez baroques. Elle passe en fait par ces détails très concrets, qui ne sont pas exactement les trivialia que je définis dans un article puis dans l'essai, que moi je règne quand même beaucoup violence sexuelle, mais qui vont amener dans tous les cas des effets de rupture assez permanents d'envolée lyrique d'un côté et de retomber dans le sordide, le glauque, en tout cas le concret. Et ce jeu entre absolu, très concret, abstrait, très concret, et même concrétisation de l'idéal, ici par exemple par l'accessoire de la crinoline, est permanent chez Delhomme, mais déjà, enfin chez Delhomme, dans l'écriture de Delhomme, mais notamment dans son personnage, c'est-à-dire que la crinoline va être réellement un attribut du personnage en tant que femme amoureuse, en tant que grande amoureuse, s'auto-appelant la reine. Et donc voilà, elle va rencontrer ce Guillaume, j'ai oublié son de famille, Richter, qui est gay, qui est en couple. C'est pour ça aussi que ce n'est pas très gai. Et là, un appel ironique, là, on commence à entrer dans un léger spoil. Ça va vraiment spoiler ensuite. Mais voilà, elle rencontre cet homme et se met en place une relation qu'on peut considérer comme fortement asymétrique, en tout cas clairement toxique, puisque il est en couple, elle ne l'est pas, et elle est prête à l'attendre. Et là, on est vraiment dans un amour qui, en fait, se réjouit ou s'entretient par son épistolarité, par les lettres échangées entre les deux personnages, et tout le décorum qui est mis en place, c'est-à-dire par une artificialité majeure et qui est 100% littéraire. C'est pas si loin de I Love Dick de Chris Kraus. Alors j'ai jamais vu la série encore. Et il y a quelque chose là voilà, qui est quand même très intéressant, sauf que dans I Love Dick, elle est seule. Chris est seul, le personnage de Chris est seul. Et là, pour le coup, on va avoir les lettres dans I Love Dick, alors qu'on a quelques passages, mais globalement, on est sur un autre type de narration dans Pauvre folle. Avec aussi ce pathos qui est annoncé par le titre et qui ne lâche pas le personnage, qui a bien conscience aussi de ce pathos. Mais ce pathos fait partie, voire tragique, de la grandeur d'un personnage et d'une grandeur qui est un peu fake, qui est
le carton-pâte. Mais ce carton-pâte, c'est là. Qu'est-ce qui se passe quand elle va poursuivre poursuivre et attendre, et elle est poursuivie, et il revient la relancer. Elle ne s'emballe pas toute seule. Hein. La pauvre folle, elle est dans une relation où l'un et l'autre s'emballent quand même sévèrement, entretiennent cette relation épistolaire extrêmement dense et intense, et qui est pour le personnage un peu le summum de l'écriture et de la création. Et finalement, elle se retrouve, alors qu'elle est la Villa Médicis pour des projets, à globalement peu écrire, parce que toute sa créativité passe dans l'entretien de cette histoire d'amour, et notamment la mise en scène par ses propres costumes, ses changements, le soin d'elle-même, du décorum, et clairement où elle va transformer des pièces en clairières. Enfin, on est sur quelque chose qui est absolument intense, et qui se réalise même spatialement et concrètement comme intense. Donc lui-même est réalisateur, elle est écrivaine poétesse, et ce qu'elle poursuit à travers lui, c'est son histoire d'amour la plus intense, et c'est aussi donc très franchement la poésie, le summum poétique, le summum finalement romantique et ou romanesque, qui se traduit par cette forme condensée pronominale de elle et lui, qui est évidemment, je pense, un clin d'œil à Saint-Démusset. Mais du moment d'avant la séparation. Et le elle et lui, tout condensé en deux pronoms personnels, qui n'en font plus qu'un, devient un substantif pour désigner cette espèce d'amour-fusion impossible, présenté alors par le jeu des juxtapositions et parfois explicitement comme une réponse à un amour insatiable lié au féminicide maternel, comme réponse aussi à cette irréalité des réalisations. Et en fait, voilà, il y a quelque chose qui se nourrit, s'entretient et en même temps se contredit entre la psychose maniaco-dépressive ou la bipolarité et cette histoire d'amour qui est purement toxique, et qui mériterait d'être analysée dans Pour en finir avec la passion de Sarah Delal, Élodie Pinel et Marie-Pierre. Ah, le dernier patronyme va me manquer. Édition Amsterdam. Donc en tout cas, on est sur une espèce d'amour complètement toxique, mais dont le personnage sait que c'est un amour, une relation toxique, déséquilibrée, mais qui en même temps correspond à son goût, finalement on va dire du drama, d'une très grande attente, et d'une très grande impossibilité en même temps, c'est-à-dire que tout ce qui fait que ça ne peut pas être, par exemple il est gay, voilà. Par exemple il est en couple, par exemple, il ne répond pas aux attentes et à ses besoins, ne la sécurise jamais, et c'est de ça dont elle aurait besoin plutôt que d'un homme qui entretienne sa maladie. Et ça, on a des moments vraiment sur le rythme de l'un et de l'autre, et qui la met constamment en attente, mais dans le même temps, son autre besoin, c'est celui de la poésie, avec une espèce de réalisation concrète et réelle de la poésie par d'abord l'histoire d'amour, et finalement une espèce de récupération ou de transformation du monde par la poésie. Et là, on va très franchement spoiler et faire un petit commentaire sur le style de Claude Lhomme et le ramener à la fin du roman. Je l'ai dit, on le voit, elle est dans un train qui l'amène au summum du romantisme, le château d'Adelberg, tout en disant que ce summum de romantisme est plutôt fake. Et dans une structure qui en fait est celle vraiment des grands récits romantiques aussi, qui est celle vraiment du voyage, qui est celle qu'on va trouver dans le Künstlerroman, le roman d'artiste, c'est très allemand par exemple, qui est aussi celle du grand roman d'amour, un grand roman d'amour qu'il se joue l'un l'autre, qui les chavire, mais qui finalement atteint profondément Clotilde, mais pas Guillaume. Guillaume, prénom germanique bien sûr. Et Guillaume, c'est Wilhelm. C'est le prénom du Wilhelm Meister, entre autres. Mais pas uniquement d'ailleurs. Ça signifie guerrier Guillaume. Étymologiquement, ça s'entend plus sinon en allemand. Et donc elle se retrouve comme ça donc, dans ce grand amour, avec cette grande croyance en un romanesque absolu, tout en sachant qu'il est faux et en le poursuivant en Guillaume.
et en espérant faire bouger quelque chose du réel que Guillaume finit par incarner. Et c'est-à-dire que si par exemple il quitte son compagnon, s'il accepte de venir la voir, ce genre de choses, quelque chose va jouer, se transformer dans le réel. Et cela alors que on le rappelle aussi dans un contexte de fin du monde, alors qui est plutôt de l'ordre de l'intrigue cadre et de quelques rappels au fur et à mesure, ce qui permet d'avoir comme ça un décor absolument fantastique. Ça serait vraiment splendide en mise en scène, avec quelque chose... moi j'imagine quelque chose qui est vraiment de l'ordre du Mélancolia de Lars von Trier, avec quand même plus d'action par exemple, et moins d'attente, et effectivement voilà, les grandes robes, les machins, etc. Et c'est un peu délirant et grand guignolesque, comme le mot était dans le dernier extrait que j'ai lu. Mais il y a un moment où, en fait, ce que je disais de la réalisation des métaphores et de la concrétisation des métaphores, donc qui franchit un cas préférentiel, finalement montre comment la poésie, c'est-à-dire le logos pur, le verbe pur, finit par atteindre le monde. Et c'est par une action qui est poétique, celle d'imaginer que l'on puisse tenir entre ses doigts des souvenirs. Ça n'existe pas, ça, concrètement. C'est une image de science-fiction, c'est une image métaphorique, en fait. C'est la représentation d'une métaphore, ou la concrétisation d'une métaphore. Et la métaphore, c'est la concrétisation de choses qui n'existent pas, pour une grande part. Et c'est en ça que la métaphore est une condensation du processus fictionnel et du processus du récit qui se déploie dans Heidelberg. Et en fait, Clé de l'homme nous fait finalement parcourir cette métaphore avec des choses qui sont très cheap, très fake, non pas dans son écriture, mais dans ce qui est traversé, à savoir la gare de Brême, un sandwich dégueulasse, un train avec une panne, elle comprend pas parce que c'est en allemand, voilà, ce genre de choses vraiment, vraiment kitsch. Quand elle arrive à Heidelberg, tout est synthétique, tout est faux, et qui en même temps va finir par devenir le réel lui-même. C'est-à-dire que, on se rappelle, Ricoeur définit la métaphore comme la traduction, comme une tension linguistique qui traduit une tension ontologique, c'est-à-dire que les choses sont et ne sont pas en même temps. Ricoeur, c'est vraiment le grand chrétien, c'est-à-dire que quand Jésus dit « le royaume de Dieu est parmi nous », il fait advenir quelque chose qui n'existe pas et qui en même temps n'est pas. Donc ça est, ça n'est pas. Et c'est ça, et donc on n'est pas dans la métaphore selon Ricoeur, dans une performativité qui est réalisée. Ça, c'est quand on va baptiser. Mais on ne peut pas dire que le royaume de Dieu soit directement là, il est à la fois là et pas là. C'est ça la parole de la foi. Mais c'est aussi la parole de la poésie. Et c'est ce que fait advenir Chloé de l'Homme à la fin. Et là, on va lire des passages parce que... Et se pencher un peu plus sur le style, donc évidemment, vous n'êtes plus là si vous ne voulez pas de spoil. Le puzzle dans son crâne, je suis page 230, repose sur sa cervelle. Ses angles sont aigus autant que les petites voix qui, de leur cri burin, taillent le marbre noir. Il y a des virgules qui auraient mérité d'être posées ici. Ça lui fait dans les lobes des tas de petites encoches, la blesse à l'intérieur. Clotilde, dans sa tête, ici et là, saigne un peu. Donc là, voilà, les métaphores deviennent réelles, physiologiques, même processus que dans le corps lesbien. Le château d'Heidelberg, elle doit s'en approcher sur son chemin vers l'est, entre un buisson ardent, évidemment, la foi, et des ruines de grès rouge, il y a un sentier. Clotilde en est certaine puisqu'il ne cesse de l'appeler, le fameux appel. Elle entend scintiller son tapis de cailloux blancs, 1000 clochettes de cristal attendent d'être foulées. La chaleur est intenable pour une mi-avril, le soleil sue des mirages, ainsi Clotilde s'avance vers un grand sol pleureur. Et donc là, on a à la fois quelque chose qui est de l'ordre du chemin jaune, ici blanc, du magicien d'Oz, Follow the Yellow Road. On est en plein conte de fées, sous acide, et en fin du monde en même temps, la chaleur de mi-avril, on s'en rappelle. Donc ce qui aurait pu être une reverdie classique dans des récits un peu anciens, là, tombe vraiment dans les couleurs d'une apocalypse qui aurait du synthétiseur en bande sonore, quoi, en gros. On a vraiment... Et qui en même temps est très long, qui n'est pas une apocalypse à la Saint-Jean, on l'a vu au début, c'est dans la longueur que les choses se jouent. Dans leur dérèglement qui peut-être aussi joue sur on savait qu'on le verrait, on est surpris, et mais c'est là.
Voilà, c'est aussi ce qui s'appelle le télescopage dans la réalité. Devant elle du gazon, une étendue de gazon si parfait que sa nature ne peut être que synthétique. Quelques fleurs en soie délicate, des pâquerettes parsemées. Clotilde observe les arbres au tronc de stuc au loin. En quoi sont faites leurs feuilles d'ici, elle ne voit pas bien, mais le bruitage est réaliste. On est dans le décor. Et donc, elle était amoureuse d'un réalisateur de cinéma, mais là, elle s'est fait ses films. Maintenant, elle est dans son film. Donc, la fiction supplante le réel. Et elle est dans une propre fiction. C'est du Lynch, là. On est en plein Lynch. Son front, là d'être rouge, se ceint d'un haut diadème. Elle était la reine symbolique. Qualifiée de telle, elle le devient réellement. Elle marche sur le gazon en robe couleur d'éveil. Et donc ça, les robes couleur de trépodane, hein, évidemment, bien sûr, sont... donc on est complètement dans le compte. C'est un motif qui est subi de grandes variations, hein, dans tout le roman. Donc en robe couleur d'éveil, jusqu'à un muret et une grille petite pour l'ouvrir, Clotilde soit de se pencher. On est en plein dans Alice au Pays des Merveilles, mais on va noter aussi que cette couleur d'éveil, elle correspond à la dimension initiatique des romans de formation du romantisme allemand. Elle fit 3 pas de fourmi passer l'allée centrale, trouve de la place à gauche. De la place, oui, il lui en faut. Elle se débarrasse d'une vieille pelle dont l'extrémité rouille, la plante près des bosquets. Creuser ne sert à rien dans son cas, elle le sait. Elle a déjà tenté jusqu'au centre de la terre. Donc les exagérations n'en sont plus, on est en SF. À user, ou en réalisme magique, à user ses souvenirs, on ne peut pas être vivant. Le cimetière des amours mortes est son seul horizon. Dans sa cage thoracique s'épuise son cœur zombie. Amusant, hein, cœur synthétique, cœur zombie, de l'un à l'autre. Et donc là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer par la concrétisation du symbole. Elle ne peut pas se faire confiance pour mener à bien le rituel. Son addiction est telle que ses abats sont contaminés. Elle a compris ce que lui révélait le puzzle des l'ombre du sol pleureur. Elle s'ouvre théâtralement le crâne et sort de sa tête un tombeau. Et donc ça, ce mouvement de s'ouvrir la tête pour en sortir des choses ou donner naissance, c'est un mouvement qui est aussi très mythologique. Sur la stèle est gravé plein d'ailiers lettres d'or, un Sigi, elle et lui. Clotilde regarde la reine et le monstre en médaillon, leur sourire appartient désormais au passé. Un bouquet de roses blanches, elle aimerait déposer, elle les regarderait immédiatement se faner au contact du marbre. Un peu comme dans La Belle et la Bête, hein. La pierre noire bouge encore, alors Clotilde l'arrose en tirant sur le cordon qui retient les nuages. La tombe se meut, grandit, se sculpte et se déploie, bientôt un mausolée imposant, majestueux. Ce n'est pas un palais, ce caveau, mais un temple. Les daims, les cerfs, les biches, tous s'avèrent empaillés, dans le monde du fake. Aussi, sur son autel, il n'y a pas de sacrifice. Clotilde, les yeux levés, s'approche, caresse du bout des doigts les détails des sculptures. Il n'y a pas de victime, de potence, de cagoule, de corde, de lame, de billot. Mais le sourire d'un ange aux ailes déployées, un chiffre et des écailles. Clotilde se recueille, espérant que lui viennent enfin des larmes de sang. Elle est un peu déçue, parce que même quand on concrétise l'absolu, qu'on le touche littéralement du doigt, on est un peu en dehors. C'est ça le postmodernisme. Ses semelles s'enfoncent au creux de la pelouse synthétique, sous chaque pas un tas de cendres et l'odeur persistante du caoutchouc brûlé. Le sol tremble et se crevasse, il pleut des opalines jusqu'au fond de la caverne, une bouffée de fiction, une bouchée de mort au rat, qui trouvera l'équilibre raptus et crinoline. On se rappelle, la crinoline, c'est le symbole de cet amour absolu, et le raptus, c'est le raptus suicidaire. En fait, d'une certaine façon, Clotilde, ça s'est aussi dit, est amoureuse pour dissiper l'ennui qui lui donne envie de mourir. Clotilde, avant minuit, aimerait rejoindre Citrouille, sa chatte. Elle sait que derrière elle, le torrent se dresse, se cabre pour noyer la forêt. Clotilde, libérée, avance, fait le chemin à l'envers, le sol pleureur s'éloigne, le sentier s'éteint lentement, le buisson ardent, le grès rouge, la voilà à l'ouest des douves du château d'Heidelberg. Elle a dépecé le monstre pour en faire le manteau du cadavre de la reine. Le monstre, c'était lui, c'était Guillaume, et donc ça rejoue l'opéra de Wagner à l'envers, d'une certaine façon, où c'est la reine qui devient l'héroïne.
ou l'amour d'attente et de passivité, l'amour des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, un amour plutôt féminin et passif, reprend la maîtrise. Renoncer à elle lui coûtait trop, alors Clotilde l'a changée en une poignée de chansons. La poésie survit à tout, mais les poètes gagnent très rarement. Le réel reste sourd à l'alchimie du verbe. Là, ça c'est vraiment Sylvia Plath et Rimbaud dans la même phrase. C'est quand même des gens pour lesquels la poésie n'a pas gagné. Elle ne voulait pas que meure le souvenir de l'amour, elle croyait que l'absolu était inifugé. Dans le train qui quitte Heidelberg, Clotilde n'est pas côté fenêtre et elle préfère fermer les yeux. Dehors, la toile du ciel se déchire. Les cumulonimbus sanglotent de rue du polystyrène. Il neige sur la campagne brûlante, des halos de vapeur, les vitres en boîte close. Flotte une odeur de pneus. Ainsi sont morts les amants d'encre. La volupté en strophe, le chaos à la rime, du lever au coucher relié par la chaîne d'or d'un amour impossible. Revenu des noyades et de tant d'incendies, sachant faire une croisière de la traversée du Styx, capable de respirer un poignard dans le cœur. À l'épreuve du réel, ils n'ont pas survécu. Peut-être parce qu'ils étaient amoureux d'un souvenir ou du spectre, d'un amour qui les rendait vivants. Peut-être qu'inconsciemment, à cause de l'écriture, Clotilde, face au Ouija, invoquait sa maman. Au fond, personne ne sait à quoi ça tient, l'amour. Clotilde regarde en elle se déconstruire le mythe pierre à pierre de l'âme sœur, prête à ce que cesse en elle l'attention propre à toute dissonance cognitive. Demain, de retour chez elle après avoir dormi aux côtés de Citrouille, elle appellera Judith, Adélaïde, Bérangère, Hermeline et Wilfried. Ses yeux resteront secs, son désir sera gercé. Entre ses lèvres mortes, sa langue sera clouée, mais ce sera temporaire. Elle en a fait le tour de cette histoire d'amour où seul battait son cœur au pointis fracassé. Elle ne regrette rien et ne peut tout oublier, même en plongeant elle-même dans un étang de feu. Elle qui se disait prête à l'attendre toute sa vie verra bientôt s'appeler devenir un souvenir à peine auréolé des marques de ses sutures. Ses amis et Wilfried y verront un miracle. La fin du monde n'a pas du tout la forme prévue. Quelques commentaires. Donc, on est dans un dans un multiple mouvement qui est à la fois celui chanté par Nougaro quand il dit son amour il vaut pas bien cher contre un calendrier, c'est-à-dire que le réel tue l'absolu de la fiction et de l'amour absolu, cet amour qu'on touche, qu'on frôle du doigt par la poésie, et que l'on croit retrouver par l'amour. Et ici, finalement, ce qui est représenté dans cet excipit, c'est peut-être bien ce moment de renoncement absolu, mais grandiose, à la poésie de l'amour. Au mythe de l'amour, que dans Pour en finir la passion, qui est représenté globalement comme amour toxique destructeur, mais sur un mythe d'un amour d'intensité et de création. Et ce renoncement, moi, ce qui me tarde, c'est le prochain bouquin de Claude Lhomme, à partir de ça. Qu'est-ce qui se passe après ça ? Parce que dans le même temps, finalement, la fin du monde n'a pas du tout la forme prévue, parce que la fin du monde, telle qu'imaginée dans le roman, est elle-même extrêmement poétique, quand bien même elle est destructrice, et elle passe par cette création hallucinante du réalisme magique ou du récit apocalyptique à la Chloé de l'homme, et par la création du monde, ou au moins de sa fin, bien plus que par une co-création. Il y a quelque chose de très autonome dans dans ce moment où c'est finalement où la poésie permet d'habiter le monde et où elle renonce à aimer. Comme un déplacement, mais qui amène une conversion absolue à tout le reste. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau et très fort. Je vous dis à bientôt.